l'espoir que l'on m'entend et que l'on me voit en ligne, non pas pour moi personnellement, mais pour les conférenciers. Alors, mesdames, messieurs, dans la salle, mesdames, messieurs en ligne, bonjour. Mon nom est Nicolas Vermette, je suis le directeur du Centre de recherche en droit public. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette soirée de la justice qui s'inscrit donc dans notre cycle sur les espaces de justice. Et l'espace que l'on étudiera ensemble ce soir, eh bien, c'est la Cour canadienne de l'impôt, qui est une cour notamment itinérante. Donc, cette idée, on a, lors de dernière conférence, on a parlé de cours dématérialisée au sens technologique. Eh bien, cette fois-ci, on aura une cour qui se déplace à travers la province, à travers le pays, et donc qui occupe différents espaces selon les espaces disponibles. Pour nous présenter cette thématique ce soir, nous sommes très chanceux d'accueillir d'une part ma collègue Annick Provencher, Annick qui est professeure ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui est co-directrice du programme de maîtrise en droit fiscal, qui est également évidemment chercheur au Centre de recherche en droit public, ainsi qu'au CDACI, et impliquée notamment dans le projet de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire Comrade pour les intimes. Donnera la réplique à Maître Provencher, Monsieur le juge Jean-Marc Gagnon. Le juge Gagnon est diplômé de l'Université de Sherbrooke, où il a également obtenu à la fois son baccalauréat en droit ainsi qu'une maîtrise en fiscalité. Il a pratiqué durant plusieurs années le droit fiscal, d'abord chez Fraser Milner Casgrain, aujourd'hui mieux connu sous le nom de Dentons. Et d'ailleurs, le fait que je me souviens très bien de Fraser Milner Casgrain, malheureusement, montre mon âge. Par la suite, il a pratiqué en tant qu'associé chez Blake, Cassels et Graydon, puis au groupe fiscal MNP. Il est aujourd'hui juge, vous l'aurez compris, à la Cour canadienne de l'impôt depuis un peu moins d'1 an. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus tarder, bien, je vais céder la parole à la professeure Provencher. Mesdames, Messieurs, Monsieur le juge, merci d'être là pour cette présentation sur la Cour canadienne de l'impôt. Le titre, oui, la Cour canadienne de l'impôt est une cour itinérante. C'est un peu un prétexte pour parler d'accès à la justice, qui est aussi un des sujets couverts par cette conférence. Donc, on va adresser la question de la cour itinérante à travers l'accès à la justice de la Cour canadienne de l'impôt. La Cour canadienne de l'impôt, on va le voir un petit peu plus tard dans la présentation, a un certain nombre de compétences en matière, on va s'intéresser surtout en matière fiscale. Donc, il y a une compétence pour entendre des appels, une cotisation d'impôts et de TPS. Ça représente à peu près 93 % des dossiers de la Cour canadienne de l'impôt. La Cour canadienne de l'impôt fait face à des défis particuliers liés à l'accès à la justice. Il y a un fort taux de contribuables non représentés. Elle couvre l'ensemble du territoire canadien, alors que ces 25 juges ou 24 juges sont situés à Ottawa. Et elle doit rendre des décisions dans un domaine du droit qui est complexe et qui ne cesse de se complexifier avec les années. Donc déjà, l'opacité du droit fiscal fait en sorte qu'il y a une sorte de frein naturel à l'accès à la justice. Dans ce contexte, on peut saluer, et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, saluer les efforts qui ont été mis en place au fil des années par la Cour canadienne de l'impôt en vue de favoriser l'accès procédural des contribuables à la Cour. Même si le fait que la Cour soit une cour itinérante, donc qu'elle se déplace partout, partout dans le territoire canadien, même si c'est un fait qui est fort intéressant, c'est un des éléments d'accès à la justice qu'a mis en place la Cour canadienne de l'impôt. Effectivement, cette cour qui se déplace pour se rapprocher des contribuables canadiens, c'est un élément important dans l'accès à la justice, mais on va voir que la Cour a mis en place d'autres mesures aussi dans ce sens-là. Est-ce que la Cour pourrait faire plus
probablement, il n'y a personne de parfait, aucune institution qui est parfaite. Et je sais que la Cour travaille d'arrache-pied pour chaque année s'améliorer en vue de l'accès à la justice. Par contre, une grosse partie de l'accès à la justice qui est liée à la Cour canadienne de l'impôt s'intègre dans un contexte beaucoup plus large que l'accès procédural à la Cour, qui est en fait lié au régime fiscal canadien dans son ensemble. C'est un peu de ça qu'on va parler dans la présentation aujourd'hui. J'ai décidé de commencer par une mise en situation avant qu'on rentre dans la matière pour vous démontrer à quel point parfois ça peut être compliqué pour un contribuable de s'y retrouver, surtout quand, on va le voir tout à l'heure, en procédure informelle, 83% des contribuables qui font appel d'une cotisation sont des contribuables qui se présentent devant la Cour canadienne de l'impôt en étant non représentés par un avocat. Donc, on a un exemple, vous recevez par la poste votre avis de cotisation ou dans votre dossier fiscal, un avis de cotisation où on vous informe qu'on vous ajoute des frais pour usage d'une voiture. On vous informe que cet ajout-là est fait en vertu de 6.1e de la loi et 6.2 et on vous donne le montant de l'année d'imposition et les autorités fiscales vous informent que vous avez 90 jours pour contester et que la première étape de contestation, ce sera donc de faire opposition auprès des autorités fiscales. Donc, une révision administrative auprès d'un autre agent qui entendra, qui écoutera ou qui révisera votre dossier ou la cotisation qui est émise à votre égard. Vous avez des bases en droit, vous allez ouvrir la loi de l'impôt sur le revenu et vous tombez sur l'article 6.2. 6.2 qui est l'article qui nous permet de calculer le montant de l'avantage qui va être ajouté quand un employeur met à votre disposition un véhicule. Vous allez avoir l'impression que c'est une disposition compliquée. C'est une disposition qu'on voit à la séance 4 du premier cours d'impôt avec les étudiants de deuxième année de droit. Donc, ce n'est pas une déduction ou un avantage qui est si compliqué que ça, mais comme vous le voyez, ça implique quand même de savoir lire la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, la loi est rédigée dans un langage qui est technique et peu commun, même pour des juristes, en fait. Donc, comment décider quand on est face à une discussion comme ça, qui est difficile à comprendre, qui est écrit dans un langage opaque et dans un langage technique, comment décider si on va ou non contester une cotisation d'impôt? On décide sur la base de ce qu'on sait. Heureusement, les autorités fiscales publient beaucoup d'informations qui permettent de vulgariser l'information fiscale, mais ça reste un domaine opaque pour la plupart des contribuables. Si on décide de contester, comme je vous le disais, la première étape va être de faire opposition, donc une contestation administrative au sein de l'Agence du revenu du Canada, qui va réviser la cotisation qui a été émise à votre égard et qui va décider de soit la confirmer ou soit la modifier. Si, au bout de ce processus, qu'on appelle le processus d'opposition, vous êtes toujours en désaccord avec votre cotisation fiscale, l'étape suivante sera, suite à la réception de la décision ou de la cotisation qui émane du processus d'opposition, de faire appel à la Cour canadienne de l'impôt et c'est à ce moment-là que la Cour entre en jeu. Vous allez sur le site de la Cour canadienne de l'impôt. La Cour canadienne de l'impôt a un site très, très complet. Elle a l'habitude des contribuables non représentés, donc il y a beaucoup d'informations sur le site de la Cour. Et là, vous voyez que vous avez le choix de vous prévaloir soit de la procédure informelle ou de la procédure générale. On va en reparler tout à l'heure. La procédure informelle est réservée normalement aux dossiers où les montants en cause pour une année d'imposition sont de 25 000 $ et moins. La procédure générale va être la procédure par défaut. Finalement, si vous n'êtes pas satisfait de la décision de la Cour canadienne, vous allez avoir une contestation devant la Cour d'appel fédérale, donc un appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale. Ça, c'est le processus pour contester votre cotisation. En revanche, si vous vous retrouvez à avoir demandé l'annulation de certaines pénalités ou l'annulation des intérêts, vous vous retrouvez à exploiter un pouvoir discrétionnaire du ministre, donc d'autres recours, et ces recours-là pourront faire l'objet d'une contestation devant la Cour fédérale, qui n'est pas la Cour canadienne de l'impôt. Donc, possibilité déjà de duplication pas de duplication, mais de 2 tribunaux qui ont juridiction pour l'application d'une même loi. Revenu Québec là-dedans,
Revenu Québec va avoir le même processus de son côté, va émettre des cotisations d'impôts que vous pourrez contester, va avoir son propre processus à l'intérieur de Revenu Québec pour contester la cotisation. Et ensuite, si on conteste toujours la cotisation, on pourra faire appel à la Cour du Québec pour contester la cotisation. Donc, pour un même montant d'impôt, on peut se retrouver à avoir un litige devant la Cour canadienne de l'impôt et devant la Cour du Québec parce qu'on a reçu des cotisations du fédéral et du provincial. C'était juste pour brosser un portrait de la situation fiscale. La présentation d'aujourd'hui va se faire en 4 grands points. Je vais d'abord vous présenter la Cour canadienne de l'impôt et le juge Gagnon me corrigera ou en rajoutera sur la Cour qu'il connaît sûrement mieux que moi. Oui, je suis professeur à la faculté, mais j'ai quand même plaidé devant la Cour pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'est l'accès à la justice parce que c'est dans ce contexte-là que la Cour canadienne de l'impôt, qui est une cour itinérante, donc pour se rapprocher des contribuables. Et on va voir après les efforts qui sont faits par la Cour pour favoriser cet accès à la justice, donc l'accès à la justice formelle, donc l'accès à la justice qui est procédurale, et ensuite l'accès à la justice substantive qui relève moins de la Cour canadienne de l'impôt que du régime fiscal en général, mais on va voir que les juges jouent un rôle aussi dans cette portion-là. On entend souvent parler de la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel du Québec, mais on entend moins souvent parler de la Cour canadienne de l'impôt, à moins de faire du litige fiscal ou de pratiquer en fiscalité. C'est pour ça que je commence par vous présenter d'abord la Cour, qui est un peu un tribunal méconnu et sur lequel la recherche relativement à l'accès à la justice est quand même limitée pour l'instant. La Cour canadienne de l'impôt, c'est une cour supérieure d'archives depuis 2002. Elle comporte un juge en chef, un juge en chef adjoint. Donc, un des deux doit être issu du Québec. Et 23 autres juges, mais je pense qu'il reste un poste à pourvoir actuellement. Donc, pour l'instant, ils sont 24 juges à la Cour canadienne de l'impôt pour couvrir l'ensemble du territoire canadien. Les juges ont l'obligation de résider dans la capitale nationale ou à 40 km des limites du territoire de la capitale nationale. Donc, ils doivent habiter à Ottawa ou autour d'Ottawa. La Cour siège dans 59 lieux au Canada. Elle a des bureaux de greffe dans 13 villes, si je ne me trompe pas. Au Québec, les deux greffes sont à Montréal et à Québec. Puis, on peut aussi référer aux greffes d'Ottawa où les bureaux de la Cour sont. La Cour est une cour bilingue et juridique, c'est-à-dire qu'il y a des juges du Québec et des juges des autres provinces, et elle va prendre des causes, oui, en fiscalité, mais comme la fiscalité est un droit accessoire, elle s'applique aux opérations juridiques entre les contribuables, les juges sont appelés à décider sur des opérations qui sont des opérations de droit civil et de common law. Oups. La Cour a compétence en vertu de, je pense, 13 lois, selon la loi sur la Cour. Par contre, 93 des dossiers qui sont entendus par la Cour sont des dossiers soit de contestation de cotisation fiscale, donc de cotisation d'impôt sur le revenu, ou de TPS. Donc, les autres lois demeurent assez accessoires. Les principaux litiges qui sortent de ce cadre-là de TPS et d'impôts sont des litiges qui concernent la loi sur l'assurance-emploi pour déterminer si une personne est ou non assurable et des litiges qui concernent la sécurité de la vieillesse. Donc, je vous dirais que c'est les causes les plus communes quand on sort du 93 de décisions en impôts et en TPS. Le régime fiscal, c'est un régime d'autodéclaration, d'autocotisation. Comme vous le savez sûrement, vous devez produire votre déclaration de revenus à la date de production. C'est à vous d'estimer le montant payable de vos impôts. Et ensuite de ça, les autorités fiscales doivent examiner votre déclaration avec diligence et fixer le montant d'impôt ou le montant de la perte que vous avez subie.
Les autorités fiscales donc, vont émettre à ce moment-là une cotisation et c'est ce mécanisme-là qui fait l'objet de la compétence de la Cour canadienne d'impôt. Donc, c'est la contestation de la cotisation qui est émise, soit la cotisation qui est émise après la production de la déclaration de revenus ou suite à une vérification parce que les autorités fiscales ont un vaste pouvoir de vérification afin de recotiser un contribuable qui n'aurait pas déclaré tous ses revenus. Accès à la justice. Je ne suis pas une experte, je suis une experte de fiscalité, une experte de mais je ne suis pas une experte d'accès à la justice. C'est pas mon domaine de recherche. Par contre, je vais vous situer en fait dans quel contexte ou dans quel cadre j'examinerai l'accès à la justice de la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre de ma présentation. J'ai mis les armoiries de la Cour canadienne de l'impôt à mon PowerPoint parce que je trouvais qu'il était très représentatif de la présentation d'aujourd'hui. En fait, au bas de l'armoirie, on voit en latin accessibilité, equality. Mon latin n'est pas super bon. Mais donc, accessibilité, liberté, égalité. Donc, en tant l'accès à la justice, c'est dans l'ADN de la Cour depuis sa création. La Cour canadienne de l'impôt a été précédée par des commissions qui étaient des commissions de révision d'impôt. Le prédécesseur de la Cour canadienne de l'impôt était appelé dans le langage commun le Taxpayers Court. Donc, c'était la Cour des contribuables et l'objectif derrière ces commissions-là était l'accès à la justice de façon rapide et informelle pour permettre aux contribuables de contester la cotisation d'impôt. Donc, cette volonté-là est restée, même s'il y a eu un départ un petit peu plus difficile avec la Cour canadienne de l'impôt au début. En 1991, on a introduit des nouvelles règles pour faciliter l'accès procédural. Donc, l'accès à la justice, la manière dont je l'entendrai pour la présentation, va être plus large que l'accès procédural. Donc, ça va être un accès à la justice centré sur les personnes, les besoins des personnes et sur les questions qui sont liées au système de justice et aux problèmes juridiques qui ne sont pas judiciarisés, donc que les citoyens rencontrent. Donc, dans une approche plus globale et plus holistique. Donc, on va s'intéresser à la justice formelle, la justice procédurale, donc les barrières d'accès à la justice, les barrières, l'inaccessibilité d'avocats, les frais, les coûts, la procédure, la complexité. Et on va aussi s'intéresser à la possibilité d'avoir accès à une justice substantielle, donc d'avoir un résultat ou un jugement ou un résultat qui va en fait être juste sur le plan de l'application du droit, donc sur le fond. Donc, pour l'accès à la justice procédurale, nécessairement, je m'intéresse tout d'abord à l'accès géographique parce que c'est le sujet de la conférence, mais on va aussi voir les autres barrières qui sont liées à la Cour canadienne de l'impôt et qui débordent un petit peu ce cadre géographique. Donc, la disponibilité des conseils légaux, l'accès procédural et les frais à la Cour. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 59 lieux d'audience à la Cour canadienne de l'impôt actuellement. C'est un petit peu moins que dans le temps où je pratiquais, mais la Cour a des lieux d'audience qu'elle détermine, mais est ouverte à entendre des causes ailleurs. La Cour siège au Québec, par exemple, à Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, Bécomo, Sept-Îles, Rimouski, Percé, New Carlisle, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Donc, c'est quand même un large territoire au Québec, mais les juges couvrent l'ensemble de territoire. L'accès géographique a toujours été une priorité de la Cour et a toujours été une façon de se rapprocher des contribuables. Comme je vous disais, à l'époque où moi je pratiquais, il y avait un petit peu plus de lieux d'audience. On siégeait ou on plaidait dans toutes sortes de lieux, donc dans des palais de justice. Je pense qu'actuellement, c'est dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe avec la Cour. Maintenant, ils louent des locaux dans les palais de justice, mais il y a 20 ans.
Il y a beaucoup des causes qui étaient entendues dans des hôtels, dans des salles de conférence, dans des sous-sols d'église, dans toutes sortes de lieux un peu inusités pour un tribunal. Ça a du bon parce que ça rend l'accès au tribunal beaucoup plus informel. On n'est pas dans le décor imposant d'un palais de justice. C'est beaucoup moins stressant peut-être pour un contribuable qui doit approcher une cour dans un domaine qu'il ne connaît pas si bien que ça. Donc, ça enlève tout ce stress-là, mais en même temps, ça donne l'impression de ne pas être devant un vrai tribunal pour les contribuables. Donc, d'être dans une situation où le formalisme est peut-être un petit peu moins là. Je vais citer, j'espère que je ne cite pas à tort, là, mais il me semble que c'est le juge Bowman qui avait dit ça dans une conférence et l'ancien juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l'impôt, qui est une illustration de la tentative ou du travail acharné de la Cour de se déplacer et d'aller à la rencontre des contribuables canadiens. Donc, il disait, one of the priorities of the Tax Court of Canada is that it be accessible to all Canadians. As evidence in support of the statement, the court currently sits in 68 Canadian cities. Donc, on voit que déjà qu'il y en a moins qu'à l'époque où il fait cet énoncé. Et c'est tout le monde qui plaide à la Cour connaît cet énoncé. The court sits in all kinds of places. Courthouses, of course, hotels, conference rooms, rectories, etc. The court has even sat in a taxpayer's kitchen when the taxpayer could not otherwise attend the hearing. Ça donne une idée du travail qui était fait pour se rapprocher des contribuables. Bon, j'ai jamais plaidé devant un juge dans une cuisine, mais je sais qu'il y a eu des lieux inusités du temps où j'étais là, du moins. Mais je sais aussi que la Cour essaie de plus en plus de s'assurer que les auditions ont lieu dans des palais de justice pour tout ça de raisons qui sont à la fois administratives et de gestion du risque. Parce que c'est plus sécuritaire pour les juges, c'est plus sécuritaire pour les parties d'être dans un lieu qui est protégé. L'autre barrière à l'accès à la Cour canadienne de l'impôt, c'est la disponibilité des conseils juridiques. L'aide juridique n'est pas disponible en matière d'impôt dans la plupart des provinces, ou dans la totalité, je pense, des provinces. Je n'ai pas fait la vérification dans toutes les provinces, mais dans les principales, oui. Ceux qui connaissent la réputation des fiscalistes savent que ce n'est pas eux qui ont les honoraires les moins élevés, ce qui fait en sorte que l'accessibilité à la représentation devant la Cour canadienne de l'impôt peut constituer un problème. Peut constituer un problème parce que, on l'a vu dans les cas de procédure informelle, ce sont des dossiers qui impliquent 25 000 $ d'impôts et moins par année. Ça reste des dossiers qui sont complexes, peuvent être tout aussi complexes que des dossiers en procédure générale, mais pour lesquels ça ne vaut pas nécessairement toujours la peine de payer un avocat. Dans la loi de l'impôt sur le revenu, il y a une déduction. Peut-être que je m'aventure dans des choses un peu inintéressantes pour la plupart d'entre vous, mais il y a une déduction d'impôt à l'article 60 qui permet de déduire nos frais quand on conteste une cotisation d'impôt, que ce soit au niveau des oppositions à la Cour canadienne de l'impôt. Donc, ça permet de réduire son revenu des montants qu'on a engagés en vue de contester notre cotisation fiscale. Par contre, les déductions de l'article 60, les déductions du revenu en général, ont un effet qu'on appelle un effet régressif. Donc, ils ont un avantage fiscal très grand pour les gens qui ont un revenu élevé, mais ont un avantage fiscal moindre. Donc, le retour ou l'économie d'impôt qui découle de cette déduction-là pour quelqu'un qui a des revenus moins élevés est beaucoup plus faible. Donc, quand on a un contribuable qui a peu de revenus, la déduction fiscale nous avantage un petit peu moins. Je vous ai mis, c'est des données qui m'ont été fournies par la Cour canadienne de l'impôt, qui sont en date du 1er octobre 2021. Et on constate donc que dans 83% des appels de la procédure informelle, les contribuables sont représentés seuls ou par un agent, parce qu'en procédure informelle, on peut être représenté
soit par un avocat, soit se représenter seul, ou par quelqu'un d'autre de notre entourage. En procédure générale, c'est 13% des appels qui sont par des contribuables non représentés. Se représenter seul devant la Cour, ça a ses limites. Ça peut créer un débat qui est déséquilibré parce que l'appelant, celui qui conteste la cotisation, a le fardeau d'établir que les éléments sur lesquels s'est basé le ministère du Revenu pour cotiser sont incorrects. Donc, le fardeau appartient à l'appelant. Et l'appelant se retrouve à être contre, dans tous les cas, contre la Couronne, donc contre le procureur général du Canada, qui est représenté par des avocats du ministère de la Justice. La Cour d'appel fédérale a dit au sujet des contribuables non représentés que ceux qui entreprennent de se représenter eux-mêmes dans les affaires aussi complexes que la loi de l'impôt sur le revenu ou la loi sur la taxe d'assises, qui est la loi qui prévoit la TPS à la partie 9, doivent s'arranger pour être prêts à se faire entendre quand leur appel est sur le point d'être plaidé. S'ils se lancent eux-mêmes dans l'instruction de leur appel, ils font savoir à la Cour qu'ils comprennent la matière suffisamment pour pouvoir aller de l'avant. Il se peut que plus tard, ils deviennent manifestement évidents qu'ils ne le sont pas. Et dans un tel cas, le juge du procès doit s'en remettre à des considérations d'équité, à la fois pour l'appelant et pour l'intimé. L'appelant étant le contribuable, l'intimé, la couronne. Cependant, lorsqu'un appelant est tout simplement incertain de sa position, comme c'était le cas ici, l'impératif d'équité peut être accompli par l'octroi d'un délai de réflexion. En d'autres termes, les plaideurs qui choisissent de se représenter eux-mêmes doivent accepter les conséquences de leur choix. La Cour tiendra, et là on cite une décision d'un tribunal, je ne sais même pas qu'est-ce que la Cour d'appel cite, mais elle dit la Cour tiendra compte du manque d'expérience et de formation du plaideur, mais ce plaideur doit également comprendre que dans la décision qu'il a prise de se représenter lui-même, il y a aussi la volonté d'accepter les conséquences qui peuvent découler de son manque d'expérience ou de formation. Donc, on va le voir, la Cour et les juges sont formés et conscientisés et beaucoup de mesures ont été mises en place pour favoriser l'accès à la justice, mais il reste quand même un débat qui se fait entre un contribuable non représenté qui ne maîtrise pas bien la loi de l'impôt sur le revenu et des avocats qui ne font que plaider devant la Cour canadienne de l'impôt en fiscalité. Le débat demeure déséquilibré et le travail ensuite de rendre jugement appartient au juge avec les faits qui lui ont été présentés et les arguments qui lui ont été présentés, même s'il peut favoriser l'obtention de la preuve et la présentation de la preuve par le contribuable. Il existe des mesures qui ont été mises en place par des organismes communautaires. Je pense à la clinique d'impôt de l'Université Laval qui représente des contribuables devant la Cour canadienne de l'impôt. C'était un des chevals de bataille, en fait, du juge Bowman à l'époque. Il voulait que des mesures de cette nature-là soient mises en place. Malheureusement, ça reste quand même marginal. Il n'y en a pas tant encore qui existent. Et donc, la clinique fiscale est un exemple, mais un groupe qui représente quelques contribuables dans l'année. Comment la Cour canadienne de l'impôt favorise donc l'accès procédural? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de procédures à la Cour canadienne de l'impôt. Il y a la procédure informelle et la procédure générale. La procédure générale est celle qui s'applique par défaut, mais la procédure informelle va s'appliquer à tous les dossiers de 25 000 $ et moins si le contribuable en fait la demande et aussi aux contribuables qui auraient un litige qui dépasserait 25 000 $ mais qui est prêt à limiter son appel à 25 000 $. Donc, en procédure informelle, la procédure informelle, c'est un peu l'équivalent en droit provincial de la Cour des petites créances, sauf qu'il y a possibilité de faire appel de la décision des juges de la Cour canadienne de l'impôt. Donc, c'est une procédure qui est simplifiée, qui vise à prendre les jugements rapidement et à ce que tout le processus se termine aussi rapidement pour le contribuable. Je pense que j'ai ça ici. En procédure informelle, il n'y a pas vraiment
d'étapes avant l'audition, sinon que l'échange des actes de procédure. Donc, l'appelant qui conteste, le contribuable qui conteste la capitulation va loger un avis d'appel. L'avis d'appel n'a pas besoin de restriction de forme. Il doit exposer sommairement les faits et les arguments ou les moyens qu'il entend soulever. C'est tout ce qu'on demande dans l'avis d'appel. Plus qu'autre chose, plus que c'est facile pour tout le monde de comprendre l'outil, mais les exigences sont donc simplifiées. Un avis d'appel en procédure générale va demander qu'on fournisse plus d'informations. Donc, on énumère les faits pertinents, qu'on précise les points à litige, mentionner les dispositions législatives, les arguments sur lesquels on veut se fonder et indiquer les conclusions recherchées auprès de la Cour. Donc, déjà là, l'acte de procédure introductif, qui est l'avis d'appel, et a des exigences de forme beaucoup plus grandes et de fond beaucoup plus grandes du côté de la procédure générale que de la procédure informelle. Après l'envoi de l'avis d'appel, Justice Canada a 60 jours, le ministre du Revenu national a 60 jours pour répondre à l'avis d'appel et donc envoyer sa défense qu'on appelle en Cour canadienne d'impôt la réponse à l'avis d'appel qui va contenir donc les faits sur lesquels les autorités fiscales se fondent pour cotiser. Ces faits-là vont être tenus pour acquis, donc vont devoir être renversés par le contribuable s'il veut avoir gain de cause. En procédure informelle, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut se représenter seul, on peut être représenté par avocat, mais on peut aussi être représenté par notre comptable, notre beau-frère, peu importe, un agent qui se sent plus confiant que nous de nous représenter. En procédure générale, les particuliers peuvent comparaître en personne ou être représentés par avocat, mais les sociétés vont normalement devoir être représentées par un avocat. Il n'y a pas de... Une fois les actes de procédure initiaux échangés, donc avis d'appel, réponse à l'avis d'appel, en procédure informelle, il n'y a pas d'autre étape. L'étape qui va suivre, ça va être la fixation de l'audition. Normalement, l'audition doit être fixée dans les 180 jours qui suit la date limite pour produire la réponse à l'avis d'appel. C'est sûr qu'à Montréal, ça fonctionne mieux que si notre cause doit être entendue à Val-d'Or, parce qu'à Val-d'Or, la Cour n'y va pas toutes les semaines. Donc, il est possible que le délai soit un petit peu plus long que 180 jours. La loi sur la Cour canadienne d'impôt prend ça en considération. C'est pas possible de le faire à l'intérieur du délai de 180 jours. On peut le faire à l'intérieur de 365 jours. Du côté de la procédure générale, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à l'audition. Donc, normalement, il va y avoir communication des documents, on va s'échanger des listes de documents. Donc, les documents qu'on pense déposer à la Cour, qui pourraient être pertinents pour la Cour. Les interrogatoires au préalable, les réponses aux engagements suite à l'interrogatoire au préalable, l'inscription de l'appel au rôle. Il peut y avoir des conférences de gestion de l'instance, des conférences de règlement qui mèneront ensuite à la fixation du procès. Un des éléments importants de la procédure devant la Cour, en procédure informelle, la Cour n'est pas liée par les règles de preuve. Donc, elle peut faire abstraction des règles de preuve si c'est dans l'intérêt de la justice et si ça respecte les principes d'équité. Alors qu'en procédure générale, les parties sont tenues à l'application des règles de preuve. En procédure informelle, il n'y a pas de frais. Donc, pour déposer un avis d'appel, pour déposer une contestation, et les dépenses sont normalement seulement attribuées en faveur du contribuable, ne seront pas attribuées en faveur de la couronne. Donc, les risques de ce côté-là sont quand même faibles pour les contribuables. Alors qu'en procédure générale, les dépenses vont être accordées selon les règles normales. Je disais qu'à la Cour canadienne de l'impôt, un site, pour moi, est un outil d'accès procédural et d'accès à la Cour. J'ai tiré du site, il y a plein d'illustrations pour permettre aux contribuables non représentés de bien comprendre les étapes et les moments pertinents dans leur contestation à la Cour jusqu'à leur journée à la Cour. Et on a aussi les procédures là, en procédure générale qui sont, comme on le voit, un petit peu plus complexes. La Cour canadienne de l'impôt a même un outil interactif où on peut répondre à des questions pour savoir si oui ou non on peut loger un avis d'appel, si les étapes préliminaires ont été faites et en vertu de quelle procédure et quelle loi on peut le faire. Donc, la Cour a investi beaucoup. Le site
Le site Web a été modifié il y a peut-être un an et demi, pour le rendre beaucoup plus convivial. L'accès procédural est favorisé, mais bon, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. Certains auteurs ont noté le manque d'uniformité de la renonciation à l'application des règles de preuve. Donc, certains juges sont un petit peu plus flexibles que d'autres. Ou dans certaines causes, c'était pas une question de juge, c'était une question de cause aussi. Les contribuables non représentés, donc l'application n'est pas toujours uniforme. Il y a aussi que les règles de la Cour canadienne de l'impôt sont distinctes des règles applicables en procédure civile au Québec. Donc, ils sont souvent éloignés. Les règles de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt se rapprochent davantage de ce qu'on connaît du côté des provinces de common law que du côté du Code de procédure civile, ce qui crée beaucoup de confusion même auprès des praticiens qui n'ont pas l'habitude de ces règles-là. La Cour fédérale, d'ailleurs, a proposé un projet pilote il y a quelques années de permettre l'utilisation du Code de procédure civile dans les procédures qui émanent du Québec pour la Cour fédérale. Ce qui faisait dire à un juge qu'il y avait un avocat qui disait toujours que quand il allait devant la Cour fédérale, il vérifiait toujours que ses assurances responsabilités étaient bien à jour parce que les règles sont tellement éloignées de ce qu'on connaît en droit québécois qu'il y a tout le temps peur de se tromper. Donc ça peut créer aussi un frein à l'accès à la justice parce que ça demande même aux avocats de se plonger dans la loi sur la Cour canadienne de l'impôt puis dans les règles, soit les règles en procédure informelle ou en procédure générale, et il y a même set de règles à la Cour, je pense, ou set de règles différents à la Cour selon la loi qui s'applique à notre litige. L'autre question qui crée beaucoup de confusion procédurale est celle de la compétence de la Cour canadienne d'impôt versus celle de la Cour fédérale, qui entend tout ce qui est contrôle judiciaire des pouvoirs discrétionnaires du ministre. Donc, quand le ministre a discrétion pour annuler des pénalités, des intérêts, autoriser un dépôt tardif, donc ce sera la Cour fédérale, alors que dans les autres situations, ce sera la Cour canadienne d'impôt. Donc, quand on conteste le bien fondé et la validité d'une cotisation. Ce qui crée beaucoup de confusion. Il y a de la jurisprudence à la tonne juste sur cette question-là de délimiter la compétence d'un tribunal versus la compétence de l'autre. La commission Carter, en 1966, avait recommandé d'ailleurs qu'il y ait un seul tribunal fiscal qui entende toutes les causes en matière fiscale, que ce soit le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires du ministre, que ce soit les dommages-intérêts, que ce soit la bien-fondée des cotisations. Donc, pour que les contribuables aient un seul lieu, la Cour canadienne de l'impôt qui se déplace, qui viennent chez eux ou près de chez eux, et qui entendent toutes les causes qui sont liées à des litiges qui les séparent de l'Agence du revenu du Canada. Les frais en procédure informelle sont nuls. Il n'y a pas de frais pour loger un avis d'appel, à moins que je me trompe. Mais il n'y a pas non plus de dépenses qui sont accordées à la couronne, ce qui fait que ce n'est pas un grand frein à la justice. Par contre, en procédure générale, il y a des frais entre 250 et 550 $ pour déposer un avis d'appel. Et les dépenses peuvent être attribuées aux contribuables ou à la couronne. On a vu la procédure à la Cour canadienne de l'impôt. Donc, comment, la Cour itinérante est là. C'est une illustration très visible des mesures mises en place par la Cour canadienne de l'impôt pour favoriser l'accès à la justice, mais l'accès à la justice à la Cour canadienne de l'impôt dépasse le seul fait de se déplacer. Côté de la justice substantielle, on va s'intéresser donc à la capacité du contribuable d'avoir accès à un jugement qui va représenter l'état du droit, qui va être juste et qui va représenter sa situation dans ce cas-ci fiscal.
la doctrine sur l'accès à la justice met souvent de l'avant, donc, surtout l'accès à la justice qui est substantielle et axé sur le contribuable, met souvent de l'avant la capacité d'un règlement, des méthodes de règlement différentes. On l'a vu depuis le début, la Cour canadienne, pas la Cour canadienne, mais la RCA du Canada a deux types de pouvoirs administratifs dans la loi, les pouvoirs discrétionnaires qui ne concernent pas la Cour canadienne d'impôt, puis les pouvoirs de cotiser. Par contre, le pouvoir de cotiser en vertu de la loi d'impôt sur le revenu, c'est un pouvoir pour lequel il n'y a pas de discrétion. Donc, les autorités, ou peu de discrétion, les autorités fiscales doivent se restreindre à appliquer la loi aux faits de l'affaire qu'ils viennent de vérifier. Ils vont avoir une certaine discrétion pour décider des dossiers qu'ils vont vérifier et de la manière dont ils vont faire cette vérification-là, mais ils n'auront pas de discrétion sur l'application de la loi. Vous imaginez bien qu'un pouvoir qui est un pouvoir non discrétionnaire de cette nature-là cause des problèmes au moment où on veut par voie de règlement différent. Il y a de la jurisprudence qui fixe donc ce pouvoir et qui restreint donc ce pouvoir à être un pouvoir qui est non discrétionnaire, ce qui fait que la jurisprudence va s'appuyer sur ce principe qui veut que le pouvoir de l'agence de cotiser ne soit pas un pouvoir discrétionnaire, pour affirmer que le ministre n'a pas le pouvoir de se prêter à un compromis concernant les sommes réclamées, c'est-à-dire en établissant, à la suite d'une entente de règlement avec le contribuable, une cotisation qui n'est pas fondée dans les faits et en droit. Ça limite, donc, ça restreint l'enthousiasme des représentants de l'agence quand vient le temps de régler un différend, parce qu'ils sont soumis quand même à cette restriction d'appliquer la loi au fait de l'affaire. Donc, ça limite la possibilité d'entendre. Par contre, la Cour fait du règlement des différends un vrai cheval de bataille. Ils ont mis en place des conférences de règlement où les juges jouent un rôle très, très proactif, donc de favoriser la discussion entre les parties et de favoriser l'examen d'une entente qui aurait été préalablement soumise par une des deux parties. Donc, ça, ça a été une des priorités de la Cour depuis quelques années. On remarque aussi dans les décisions que rend la Cour qu'elle utilise de plus en plus les dépens dans des situations où une des deux parties aurait refusé une note de règlement raisonnable. Donc, pour un peu envoyer le message qu'en présence d'une note de règlement raisonnable, il y a des risques à ne pas l'étudier de façon raisonnable. Et les auteurs ont suggéré qu'il y a peut-être des modifications législatives, donc c'est moins un problème lié à l'accès à la Cour, mais que peut-être c'est le régime fiscal, qu'on parle de justice, d'accès à la justice substantielle. On va parler du droit en général, de l'application du droit en général. Donc, les auteurs ont suggéré que peut-être c'était opportun dans ce cas-ci de présenter des modifications législatives à la loi d'impôt sur le revenu pour permettre une plus grande flexibilité aux autorités fiscales lorsque vient le temps de régler des dossiers. Les barrières linguistiques, culturelles et socio-économiques, c'est sûr que ces barrières-là sont présentes en matière d'impôt. Les barrières linguistiques sont réglées au mieux possible par les règles de la Cour canadienne d'impôt qui prévoient que les procès peuvent avoir lieu dans les deux langues officielles du Canada, que si une partie ne peut pas témoigner dans une des deux langues officielles, il y aura un interprète qui sera présent. Et je l'ai vu régulièrement et ça fonctionne assez bien. Ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne. Les populations vulnérables sont souvent plus à risque de problèmes juridiques selon la littérature et donc peuvent être plus à risque d'être limitées dans leur possibilité de recours devant la Cour canadienne de l'impôt.
Je pense vite sur ce point-là, mais il y a une grande partie de la redistribution gouvernementale qui est faite maintenant par l'intermédiaire des lois fiscales. Donc, on redistribue davantage dans la loi de l'impôt sur le revenu qu'avant. Mais ça implique pour les contribuables de déposer leur déclaration de revenus, donc de produire leur déclaration de revenus, faute de quoi ils ne bénéficieront pas de certains crédits d'impôt, donc certains crédits d'impôt remboursables qui peuvent faire une différence monétaire pour eux. Donc, le manque d'informations, de connaissances fiscales peut souvent aussi être un frein à l'accès à la justice plus substantielle. Le point qui est le plus, en matière de justice substantielle, qui est le plus important, selon moi, c'est l'accès à la connaissance fiscale. Et là, on s'éloigne encore de la Cour canadienne de l'impôt parce que la connaissance fiscale, c'est pas... la Cour est une source de connaissance fiscale parce qu'elle rend des jugements, mais c'est surtout la RC qui doit davantage vulgariser la loi de l'impôt sur le revenu. La loi se complexifie chaque année, devient de plus en plus opaque et ça devient de plus en plus difficile pour les contribuables de s'y retrouver. Le manque de connaissances fiscales nuit à la justice au sens plus large parce que les contribuables ne peuvent pas participer aux débats citoyens. Ils peuvent pas, ou ils participent moins bien aux débats citoyens et aux débats publics, aux débats de politique fiscale au Canada. Ça peut aussi créer des difficultés d'identifier des potentiels motifs de contestation quand on est face aux autorités fiscales. Et ça restreint aussi la capacité d'élaborer la théorie de la cause. Quand un contribuable arrive, en comprenant pas très bien ce qui lui est reproché dans sa contestation, dans sa cotisation fiscale, il n'est pas en mesure de bien présenter la preuve, il n'arrive pas avec tout ce qu'il faut. Il n'est pas capable de structurer son argumentation ou sa théorie de la cause de manière à présenter ça de façon convaincante. Les juges à la Cour canadienne de l'impôt, je parle vraiment comme ancienne plaideuse, sont maîtres dans l'art d'être là pour les contribuables, de faciliter la présentation de la preuve, de poser les bonnes questions au bon moment. Ils sont conscientisés que 83% des dossiers en Cour canadienne de l'impôt en procédure informelle sont par les contribuables non représentés. Ils sont des experts, mais ils ne peuvent pas préparer la cause pour le contribuable et ils sont limités après ça à devoir rendre jugement avec ce qui leur a été présenté. Malgré toute leur bonne volonté, il y a certains contribuables qui sont plus limités quand vient le temps de présenter une preuve à la Cour canadienne de l'impôt. Donc ça nuit à l'atteinte d'une justice plus substantielle parce que sur le fond, le contribuable n'a peut-être pas réussi à établir, même si on lui a permis un ajournement, même si on lui a permis... même si on a posé des questions, même si on lui a permis d'envoyer des documents après l'audition, des fois, il n'arrive pas à produire l'ensemble de la preuve qui serait pertinente à son dossier et ça nuit à son accès à une décision qui serait complète sur le plan fiscal. Là, j'excède mon temps. Je termine. La justice substantielle, c'est aussi d'avoir un régime fiscal qui soit égalitaire. Actuellement, il y a plein de réformes qui sont en préparation au niveau national, au niveau international pour essayer d'arriver à plus d'égalité fiscale. On n'a pas fini d'en parler et ça dépasse un petit peu le cadre de la présentation, mais ces réformes-là vont jouer un rôle important pour l'atteinte de la justice, de l'accès à la justice plus substantielle. Je fais une petite note. Et ceux qui me connaissent, il faut toujours qu'il y ait femme dans une de mes présentations en quelque part. La Cour canadienne de l'impôt, c'est une cour où il y a 24 juges actuellement. Sur 24 juges, il y a 7 femmes actuellement. Beaucoup de femmes ont été nommées récemment. Je dirais 5 des 7 femmes ont été nommées là, dans les dernières nominations. On n'est pas devant un tribunal qui a encore atteint la parité, contrairement à d'autres tribunaux au Québec. On peut s'imaginer que le fait que la Cour, comme ça qu'on va boucler la boucle, le fait que la Cour soit une cour itinérante, fait en sorte que les avocates ou les juristes avec des jeunes enfants ou avec des enfants ont plus de difficultés à intégrer la Cour canadienne de l'impôt et ça limite donc peut-être la conciliation de la famille pour beaucoup d'entre elles. Donc,
Voilà pour boucler la boucle sur la cour itinérante. Merci. Donc, merci de m'avoir invité. En fait, j'en suis le représentant. Je n'ai pas, la cour ne m'appartient pas. Je pense que, d'abord, on a brossé un tableau aujourd'hui en très grande ligne, évidemment, ce que la cour tente d'accomplir. Mais, écoutez, je n'ai pas une connaissance approfondie nécessairement de l'étendue des progrès que certains autres tribunaux ont réussi ou sur lesquels ils travaillent à vouloir améliorer l'accès à la justice. Je vous dirais que la Cour canadienne de l'impôt a certainement, elle aussi, ses propres, je dirais, défis. Peut-être davantage à la limite, si ce n'est que par la complexité de certains du traitement qui doit être débattu devant la Cour, ce qui n'est pas à aider nécessairement. Évidemment, ce n'est pas une question purement factuelle, par exemple, où une personne est appelée à expliquer la situation pour laquelle il pourrait y avoir par la suite une décision. Malheureusement, la fiscalité est telle qu'il y a quand même un volume important d'espace qui est consacré à la théorie, essentiellement, la technique, à savoir les dispositions fiscales applicables. Donc, il faut que ça soit traité. Et c'est là, puis je suis heureux qu'on peut l'avoir mentionné, que c'est là que le rôle du juge intervient. Et je pense que la Cour, à tout le moins à ma connaissance, travaille très fort à cet égard, à savoir d'améliorer cet accès. Et non seulement améliorer l'accès, mais aussi le refléter lorsque les contribuables sont devant le tribunal. Je vous dirais que comme pour un jeune juge, la procédure informelle, c'est un peu, essentiellement, on la voit comme, c'est incontournable. C'est-à-dire que tous les juges, incluant les nouveaux et ceux qui ont plus de seniorité, sont aussi appelés à entendre ces causes. Et elle joue donc un rôle très important à la Cour. Et c'est peut-être l'emphase sur lequel je voudrais la mettre cet après-midi, c'est justement sur cette procédure informelle. Je vous dirais aussi que lorsque ces gens décident de se présenter devant le tribunal en procédure informelle, et puis il ne faudrait quand même pas l'oublier que comme on l'a mentionné plus tôt, ce n'est pas par défaut qu'on tombe en procédure informelle, encore faut-il en faire l'élection, donc les gens doivent le faire, mais la Cour, non seulement le juge ou les juges peuvent intervenir davantage dans une procédure informelle pour mener le débat, mais également même le greffe. Par exemple, beaucoup de gens vont déposer des recours en appel devant la Cour canadienne, évidemment, doivent passer par le greffe de la Cour. Même le greffe lui-même aura un rôle à jouer pour essentiellement diriger les gens vers une procédure soit générale ou informelle et puis leur dire ce qu'ils doivent faire aussi. Donc, il y a tout en amont, il y a quand même beaucoup de travail et d'approche qui est fait auprès des contribuables pour essayer de faciliter justement l'accès aux oppositions, évidemment, à fermer des portes. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait au greffe à ce niveau. Et une fois que c'est devant le juge lui-même ou la juge a beaucoup de travail à faire avec le contribuable. D'abord et avant tout, avoir une confiance, établir une confiance, je dirais, pour pouvoir s'assurer que la personne est dans la meilleure condition possible pour pouvoir exposer son point de vue. C'est pertinemment à la Cour que ces contribuables-là, dans la grande majorité, peuvent apparaître mal préparés. Pourquoi? Parce que les connaissances sont limitées. Et ce n'est pas... c'est pas pour les plaindre, pour voir certainement pas leur en faire une reproche, parce que oui, c'est vrai, les règles sont très, très techniques. Non seulement sont-elles techniques et difficiles d'apprentissage, mais souvent, on va parler d'une situation qui a 3, des fois 4 ans d'ancienneté. Donc, autrement dit, on doit faire appel à leurs souvenirs. Et ces gens-là, on peut s'imaginer que lorsqu'on leur demande de soutenir la position qu'ils veulent présenter au tribunal, bien, ça se complexe, c'est encore plus compliqué parce que les gens n'ont pas su la préparation et tout le documentaire au soutien de quelque chose qui s'est produit 3 ou 4 années auparavant. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité et à cet égard, et beaucoup d'écoute. Et c'est pour ça que l'intervention du tribunal est omniprésente dans ces dossiers de procédure informelle. C'est-à-dire que la direction qu'on va vouloir donner à ces auditions est beaucoup
plus d'interaction entre le juge ou le juge et le contribuable qu'il peut en avoir dans une procédure générale. Et souvent, pour moi-même l'avoir fait, je peux, à la limite, j'ai le pouvoir à ce moment-là d'inverser le rôle essentiellement, c'est-à-dire dans la mesure où le procureur ou la procureure de l'intimé, qui représente le ministre ou la ministre du Revenu national, peut accepter de participer à cet effort, va débuter la présentation, c'est-à-dire va débuter l'ouverture de l'audition en présentant la situation pour permettre au juge d'accélérer d'entrée de jeu la compréhension de la situation. Et par la suite, ça permettra évidemment, au même moment, au contribuable de pouvoir évidemment entendre ce qui se dit et de peut-être davantage comprendre la situation pour par la suite compléter et présenter lui-même sa position en deuxième lieu. Par opposition au fait qu'habituellement, c'est plutôt l'appelant qui débute, suivi de la présentation de l'intimité. Donc, on inverse les rôles, justement pour essayer de soulever le débat, pour l'amener à un niveau qui est beaucoup plus profitable pour l'ensemble des parties et plus particulièrement la partie appelante, pour s'assurer qu'on puisse dégager le plus d'informations possible pour nous permettre de rendre une décision. Et ces décisions, pour parler d'elles, de ces décisions, elles peuvent être orales ou écrites. Donc, beaucoup de décisions pourront se rendre ce qu'on appelle sur le banc, c'est-à-dire devant les parties, à la lecture de la décision. Parce que, évidemment, ça fait partie des objectifs de la procédure informelle. Donc, on pourra rendre des jugements oraux. Nous sommes également disposés à l'occasion de rendre cette décision dans les jours qui vont suivre. Il est possible de le faire sur place. Et dans d'autres cas, à ce moment-là, ce sera plutôt une décision écrite qui va être rendue par la suite au bénéfice des parties. Donc, je pense qu'au niveau de la procédure informelle, il y a du travail qui a été fait pour mettre ça en place et pour que ça puisse fonctionner. Je dirais que la Cour canadienne, on a quand même une Cour qui, moi-même aussi expérimenté au niveau des langues officielles, tenir des procès non seulement dans une langue, mais dans les deux langues. On participe à des procès où on va entendre des parties. Si les parties sont confortables, ce qui est souvent le cas, notamment, je vous dirais souvent le cas, certainement ici à Montréal, par exemple, c'est peut-être le plus bel exemple au pays, à la limite, où le français et l'anglais est omniprésent. Et donc, à ce moment-là, si un témoin préfère dans une langue ou l'autre, et que les parties qui sont présentes sont tout à fait confortables avec cela, on procède de la sorte. Alors que peut-être que plus en région au Québec, à ce moment-là, on procède en français et ça peut, lorsque ça convient. Si on a besoin d'un interprète, je l'ai vu également, effectivement, ça sera disponible aussi. Donc, on essaie d'humaniser la situation le plus possible, mais malheureusement, la Cour n'est pas une Cour d'équité. Je pense que ça, malheureusement, on doit le rappeler parce qu'il y a des situations où on serait tenté de pouvoir basculer de ce côté. Il y a des situations qui ne sont pas faciles. Évidemment, ce ne sont pas des situations devant une cour pénale ou autre, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que, comme notre juge en chef le mentionne à l'occasion, on joue avec un élément assez important du monde, c'est l'argent des contribuables. Donc, ces gens-là sont souvent dans une situation où c'est beaucoup de sous qui sont sur la table pour eux. Ces fonds-là sont en jeu et ils présentent leur cause. Puis, très souvent, il y a une saveur un peu plus d'équité qui peut ressortir. À tout le moins, c'est leur souhait que ça soit écouté sous cet angle. Mais malheureusement, la Cour ne peut pas rendre une décision basée sur l'équité. Donc, ça rend notre travail un peu plus difficile, mais c'est je dirais, un message avec lequel, malheureusement, on doit composer. Et donc, à l'occasion, c'est malheureux, mais on ne peut pas rendre nécessairement la décision que je dirais que le cœur voudrait parce que ce n'est tout simplement pas possible de le faire. Donc, c'est peut-être un élément malheureusement à souligner parce que ça peut à l'occasion se produire et amener, si on veut, une décision non souhaitée qui malheureusement dans les circonstances s'impose. C'est cet aspect je dirais, de procédure informelle qui me
je voulais mettre l'accent et pour rejoindre peut-être le fait que nous sommes présents dans une multitude de villes ou pays, ce qui est tout à fait vrai. En très peu de temps, j'ai quand même eu l'occasion au Québec, en Ontario, j'étais assigné à la ville de Belleville et nous avions un contribuable qui avait déposé un avis d'appel, mais qui était dans une condition physique difficile pour se déplacer. Et le juge en chef m'a demandé de me rendre à Peterborough, qui était donc la ville à côté, pas très loin. Et quand je prends ma voiture, je me déplace de Belleville, je me rends à Peterborough. Et souvent, dans ces municipalités-là, où la Cour n'a pas ses propres locaux, parce que nous avons au niveau national, à peu près, je dirais, 14 bureaux, nous avons nos propres salles et nos propres installations. Pour ce qui est des autres endroits, on dépend des ressources locales. Très souvent, les tribunaux provinciaux vont pouvoir nous assister à cet égard et nous offrir leurs locaux. C'est ce qui s'est produit dans la municipalité de Peterborough cette semaine-là en question. J'ai pu tenir compte tenir cette audition sur place dans la municipalité du contribuable plutôt que de le forcer à se déplacer dans une autre municipalité. C'est plutôt la Cour qui s'est rendue à lui cette journée-là pour, évidemment, tenir compte de ces difficultés à se déplacer. Et donc, c'est un exemple, sans vous compter toutes les anecdotes qui peuvent se produire dans des situations d'hôtel ou autres, où on improvise les tribunaux. Mais à tout moins, le message que je retiens, c'est que les contribuables sont très reconnaissants de cela. Ils sont très heureux de penser que la Cour est capable de les rejoindre où ils sont. Ils ont le sentiment de se faire entendre. Parce qu'évidemment, on leur explique très clairement non pas pour l'Agence du revenu du Canada, encore moins du ministère de la Justice. Et donc, on est là pour décider de leur cas de façon complètement indépendante. Je pense que lorsqu'on les écoute et qu'on leur laisse le temps de s'expliquer et qu'on les met sur des pistes, parce qu'on s'attend à des choses d'eux pour savoir si on est en mesure de leur donner raison, on explique la situation, on peut se comprendre ce je pense qu'à la fin de la journée, s'ils ne sont pas en mesure de faire, beaucoup d'entre eux, je dirais 100% le cas, mais beaucoup d'entre eux sont très reconnaissants de leur journée, de leur moment, si je peux dire, à la Cour. On peut faire valoir leur point de vue, et s'expliquer pour tout, si on veut. Donc, ça fait partie du processus et c'est notre rôle. J'espère que tout le moins, on est sur la bonne voie, malgré effectivement des améliorations dans tous les cas, sans aucun doute. Mais en fait, on va espérer qu'à l'occasion, c'est agréable de tenir compte de ce qu'on a accompli pour être capable de poursuivre vers l'avant. Donc, c'est un peu ce qu'on tente de faire.